Eh bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à la thématique effectivement de la pérennisation du handicap, vraiment du sujet du handicap dans les entreprises au sein de son organisation. Donc, on va passer 1h30 ensemble à aborder ce sujet. C'est un webinaire qui se veut très interactif, donc n'hésitez pas, moi ça ne me gêne pas, je sais qu'il y a certains intervenants qui n'aiment pas qu'on aborde certaines questions au fil de l'eau. On aura bien un temps de questions-réponses en fin de session, mais si certaines choses vous interpellent, n'hésitez pas, soit via le chat ou voilà, en activant votre une petite note pour intervenir si voilà, vous avez envie de poser une question ou si vous avez justement un élément qui vous interpelle, n'hésitez pas à m'interrompre au fil de l'eau. Je vais reprendre aussi rapidement la présentation, euh, ma présentation personnelle. L'INSEE a un peu introduit. Donc, effectivement, je suis responsable de l'offre entreprise au CCH depuis maintenant 3 ans au CCH, en tant que consultante formatrice également. Et sinon, dans mon expérience passée, j'ai travaillé en tout 8 années en cabinet de conseil spécialisé sur la question du handicap. Et j'ai également occupé 4 postes différents de responsable mission handicap dans des structures diverses, donc des grands groupes comme le groupe Galeries Lafayette, le groupe Vivarte également, et puis des structures un peu différentes également au sein du secteur public. Donc c'est également de là que je tire cette expertise que je partage avec vous, mais vraiment, l'idée, c'est qu'on mutualise notre expertise sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à venir confronter vos propres bonnes pratiques à celles que je vais vous proposer. C'est ce qui va rendre ce webinaire intéressant pour tous. Présentation très rapide de Place pour tous, qui regroupe aujourd'hui les deux entités, le CCH et Être en réseau. Donc là, je vous en dis pas plus parce que maintenant vous connaissez et on vous en parle souvent. Et puis voilà, sachez que vous aurez le support de formation avec toutes les informations. Donc c'est pas forcément utile de tout noter. L'idée, c'est vraiment de se concentrer ensemble sur les échanges qu'on va pouvoir avoir ensemble aujourd'hui. Parfait. L'objectif de ce webinaire, en fait, ça va être de faire un tour d'horizon des bonnes pratiques qui vont permettre de se questionner sur euh, les pratiques internes que vous avez dans vos entreprises et surtout identifier ensemble des pistes éventuelles pour pérenniser le sujet du handicap au sein de son organisation. Donc, au sein de l'organisation, il faut l'entendre de deux façons aujourd'hui ensemble. Ça va être aussi bien au sein de son organisation interne en termes de direction, mais ça veut aussi bien dire pérenniser le sujet dans son entreprise, c'est-à-dire faire en sorte que ça devienne un sujet permanent qui est à proprement parler intégré aux politiques internes de l'entreprise. Donc, on va voir ce sujet sous 3 prismes. Notre analyse, elle va se faire sous le prisme de 3 enjeux différents, sachant que ce n'est pas la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, puisque vous avez d'ailleurs, par ailleurs, dans le cadre de clubs, de réunions du club, eu l'occasion d'échanger à certains moments sur déjà des sujets qui sont assez proches. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les bonnes pratiques, mais le premier prisme, c'est celui des enjeux autour des politiques handicap avec justement la fin des accords agréés annoncés. Et puis, l'intégration du sujet du handicap dans l'entreprise, la place du handicap dans l'entreprise. Donc là, vous avez eu un club qui était purement dédié à ce sujet, mais ça va être aussi un prisme de notre analyse ensemble aujourd'hui. Et on a également le rôle et la place des référents handicap. Quand je dis référent handicap aujourd'hui, il faut l'entendre, l'entité qui pilote le handicap, pas forcément la fonction référent handicap pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, ça comprend aussi bien un chargé de mission handicap, un responsable mission handicap, les ambassadeurs handicap, enfin, les personnes qui vont vraiment porter le sujet dans l'entreprise. Je vous propose qu'on démarre par un petit autodiagnostic qui va permettre 2 choses. Moi, ça va permettre de comprendre un petit peu, vous, quels sont les profils que vous avez pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Et on va également, grâce à cet autodiagnostic, pouvoir un peu mesurer ensemble, finalement, les leviers d'ancrage que vous avez de votre politique handicap. Grosso modo, vous allez avoir 5 questions que je vais lancer dans le cadre d'un sondage. Et en fonction
de votre majorité de réponses à ces questions, vous pourrez vous positionner pour savoir si vous avez peu de levées d'ancrage. Ça va être pour les personnes qui vont répondre sur les 5 questions, majoritairement, on va dire 3 questions sur les 5 euh, sont une réponse A. Donc, ça veut dire qu'il y a peu d'ancrage, peu de levier d'ancrage de votre politique handicap en interne. Et ensuite, pour ceux qui vont répondre une majorité de réponses B, donc ça veut dire 3 réponses sur les 5, une réponse B, il y a un moyen ancrage, c'est-à-dire que voilà, on peut faire mieux. Et puis la réponse C, ça veut dire qu'il y a un ancrage considérable. Vous avez plusieurs leviers d'ancrage, c'est-à-dire que vous avez plusieurs leviers sur lesquels vous appuyez pour pérenniser votre politique handicap. Et ça, ce levier-là, ça va nous permettre en fait de pouvoir un peu mieux distiller des conseils, c'est-à-dire que quand pour ceux qui seront dans une catégorie où il y a peu de levier d'ancrage, en fonction des bonnes pratiques qu'on va voir, il y aura peut-être des nuances à apporter par rapport à ceux qui ont un ancrage considérable. Je ne parle pas d'ancrage fort parce que on verra que sur ce sujet, on n'a jamais réellement d'ancrage fort. Tout peut réellement, facilement et rapidement, vite changer par rapport à une politique handicap, un changement de direction, voilà, une nouvelle direction qui arrive, qui ne considère pas le sujet, peut vraiment impacter ce sujet ou une réorganisation interne ou une fusion avec une autre entité, un rachat d'entreprise. Enfin, il y a plusieurs éléments de la vie d'une entreprise qui peuvent avoir une influence sur ce sujet. Donc, il faut jamais considérer qu'on a un ancrage fort sur le sujet. Il faut toujours voilà, le voir avec un petit bémol en tête en se disant on n'est jamais sûr de rien. Je vous propose du coup de lancer cet autodiagnostic. Et ensuite, on va voir pour ceux, hein, je sais qu'il y a quelques personnes, il y a une personne qui l'a signalé, qui n'a pas pu se connecter directement avec son PC, donc qui est sur son téléphone, qui va pas pouvoir participer au sondage. Donc ne vous inquiétez pas, je vais quand même relayer les questions directement sur le support. Et pour les autres, voilà, vous pourrez y participer via le sondage. Alors je lance le sondage et normalement, vous avez déjà la première question qui va apparaître, qui est de savoir, première question, quelle est la composition de votre mission handicap? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que, il y a une mission handicap centrale, mais qui est vraiment située au niveau du siège social, avec plusieurs acteurs éventuellement, mais siège social? Est-ce que vous êtes une mission handicap, siège social, mais avec aussi des relais décentralisés, c'est-à-dire des ambassadeurs qui peuvent être dans d'autres entités ou, voilà, en fonction des sites que vous avez, des ambassadeurs sur site? Deuxième question, elle est de savoir comment se fait la prise de décision chez vous en interne. Est-ce que la prise de décision, elle est plutôt centralisée au siège? Est-ce que les entités autonomes peuvent décider comme elles veulent sur cette question, hein, notamment du handicap ou sur des sujets annexes? Ou est-ce que ça se fait de façon hybride, c'est-à-dire que certaines décisions sont centralisées au siège, d'autres plutôt de façon autonome sur site, sur chacun des sites? Troisième question, c'est l'idée du cloisonnement ou non de vos missions. Ça, c'est très important pour pouvoir avoir une idée sur euh, sur le fait que, il y ait un ancrage fort du sujet du handicap. Est-ce qu'il est couplé avec d'autres sujets internes, la QVCT, la RSE, d'autres sujets annexes, hein, ou des questions d'ordre de droit social ou non? Ou est-ce que vraiment c'est un sujet qui est minoritaire, c'est-à-dire que on vous a confié ce sujet, mais en fait vous avez une grosse mission qui est sur un autre sujet et de façon très minoritaire, on vous demande de traiter aussi ce sujet du handicap. Ça, c'est une question qui va être essentielle pour nous pour mesurer l'ancrage. Quatrième question, l'ancienneté de votre politique handicap, parce que peut-être que vous êtes un acteur récent ou non dans votre entreprise en tant qu'acteur de la mission handicap, mais peut-être que votre politique, il y a déjà eu des accords agréés ou des accords internes auparavant et qui ont été renouvelés sur plusieurs années. Donc, l'idée va de savoir si vous avez plutôt une politique qui a entre 1 à 5 ans d'ancienneté, 5 à 10 ans, ou plus de 10 ans d'ancienneté. Et enfin, dernière question qui va nous permettre de mesurer ensemble l'ancrage de votre politique handicap, c'est de savoir si vous êtes soutenu ou non dans vos actions. Est-ce que vous vous sentez pas soutenu et même parfois démuni?
ni démunis ni soutenus, ça veut dire que voilà, vous ne sentez pas forcément d'entrave, mais vous ne sentez pas forcément d'encouragement. Voilà, si, s'il y avait une petite, si vous perdez un peu d'énergie dans la mise en œuvre d'action, vous ne sentez pas qu'on vous boosterait, mais on ne vous met pas de frein non plus. Et puis, troisième possibilité, vous êtes soutenu et par des collègues et par la direction. Quand je parle de collègues, ça va être d'autres acteurs comme des RH qui peuvent aussi venir en appui sur cette question ou voilà, d'autres acteurs de votre entreprise qui peuvent graviter autour de cette question. Très bien, donc je vois que vous avez répondu tous au sondage, donc on va pouvoir, alors il y a quelques petites réponses qui arrivent encore, mais on va pouvoir, voilà, je vous laisse encore 2 petites secondes, le temps de voir si des réponses apparaissent ou non, mais a priori, voilà, je pense que toutes les personnes qui avaient envie de répondre ont répondu au sondage, donc je vais y mettre fin, on va partager ensemble les résultats, et ça va nous permettre, voilà, de voir ensuite euh, sur quelle échelle vous vous situez majoritairement. Donc, je partage avec vous les résultats. Première question, la composition de votre mission handicap, majoritairement, c'est plutôt siège social et relais décentralisé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a de l'ancrage aussi d'un point de vue local des politiques handicap de façon majoritaire. C'est léger, hein, c'est quand même 55% d'entre vous. C'est pas non plus voilà une très très grande majorité, mais quand même voilà dans la majorité des cas, vous avez cette organisation. Et puis pour ceux qui ont la plus, il y en a certains qui ont cette organisation aussi centrale où tout est concentré au niveau du siège social. Donc, ça reste un ancrage qu'on va considérer comme moyen parce que il manque les relais locaux qui vont pouvoir appuyer la politique et c'est surtout impulsé par le siège. Donc, c'est une politique qui donne l'impression d'être surtout dans une directive et qui n'est pas propice à l'initiative individuelle. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Et il y a quand même une personne qui est tout seul. Donc là, c'est vraiment le niveau d'ancrage le plus bas possible parce que tout peut s'arrêter très rapidement quand on est seul, c'est-à-dire que il suffit qu'on change de poste, qu'on quitte l'entreprise ou qu'on voilà qu'on ait envie soi-même de d'évoluer sur ses missions, d'aller sur d'autres missions pour que les choses s'effondrent assez rapidement. Donc c'est pas toujours évident. On peut avoir une politique très forte en étant tout seul, mais c'est quand même assez dangereux parce que ça repose que sur une seule personne, comme on peut on s'en doute tous. Comment se fait la prise de décision? C'est un petit peu logique par rapport à la question précédente, mais majoritairement, vous avez une prise de décision qui est centralisée quand même au siège. Là aussi, ça comporte quand même un danger parce que c'est de l'impulsion d'une politique où les collaborateurs sur site ont l'impression que ce ne sont que des directives. On ne voit pas la politique handicap dans le sens de euh, euh, le fait de pouvoir le prendre en charge soi-même aussi, d'être impliqué, d'avoir un rôle à jouer, on ne se sent pas forcément impliqué de ce fait-là dans la politique. On est un peu plus passif. Et l'idée, c'est d'aller vers des politiques où on rend chaque collaborateur un peu actif. C'est-à-dire qu'au minimum, il faut qu'un collaborateur arrive à se dire, mais tiens, au moins, je devrais essayer d'être un collègue pour une personne en situation de handicap, un collègue qui a des bonnes pratiques. C'est ce niveau minimum d'implication qu'il faut au moins rechercher, c'est-à-dire que n'importe qui se sente concerné par le sujet et se dit qu'il a quelque chose, un rôle à jouer, des choses à transformer dans sa façon d'être, dans ses pratiques, que ce soit et professionnelles et personnelles. Vos missions sont-elles cloisonnées? Donc, forcément, il y a une personne qui dit qu'elle a des missions minoritaires, à voir si c'est la personne aussi qui est peut-être seule ou si c'est une autre personne, mais ça pourrait être intéressant comme question complémentaire. Mais sur le fait que ce soit uniquement axé sur l'accord handicap agréé ou qu'il y ait d'autres missions annexes, il y a vraiment 50% de réponses pareilles, c'est-à-dire que 47% d'entre vous ont des missions qui sont cloisonnées, qui sont vraiment axées autour de l'accord handicap agréé. Et puis, il y en a d'autres, à peu près exactement à la même proportion, qui ont des missions avec des sujets transverses, donc le handicap et des sujets annexes qui se greffent au handicap. C'est ce qu'on recherche aussi. Pourquoi? Parce que justement, avec cet enjeu des accords handicap agréés qui va s'arrêter, quand on a des missions qui sont cloisonnées, qui sont vraiment axées qu'autour de l'accord handicap, sans accord handicap, c'est très difficile ensuite de se réapproprier ce sujet du handicap dans l'entreprise.
ça a tendance à se dilater. Donc, c'est très intéressant quand on a des missions annexes, des sujets transverses dont on a la charge également et sur lesquels on a attendu qu'ils sont en lien avec le handicap. C'est assez intéressant comme ancrage. Mais n'ayez pas peur pour ceux qui ont des missions uniquement aussi axées sur l'accord handicap. Il y a quand même des pistes de choses à explorer, à mettre en œuvre rapidement pour justement faire cette bascule et faire en sorte que quand il n'y aura plus d'accord handicap agréé dans votre structure, vous puissiez quand même garder un ancrage suffisant et une pérennisation de vos actions. Quelle est l'ancienneté de votre politique handicap? Avant-dernière question, on a une majorité de personnes qui a une politique handicap de plus de 10 ans. Donc ça, c'est un chiffre important. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le niveau d'ancienneté, d'appropriation de la politique handicap dans vos structures. C'est pas un sujet nouveau. 10 ans, c'est important comme année, mais on voit quand même que après 10 ans, c'est pas pour autant qu'il y a un ancrage du sujet lié à des sujets transverses si importants que ça. Ça peut rester quand même très cloisonné après autant d'années. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous interpeller parce que 79% d'entre vous avez des actions handicap qui sont une politique handicap qui a déjà au moins plus de 10 ans. Êtes-vous soutenu dans vos actions? Alors là, on a 68% d'entre vous qui se sentent soutenus par les collègues et la direction. Et puis, il y a quand même 32% qui ne se sentent ni démunis ni soutenus. Ça veut dire qu'on a un peu le sentiment d'une neutralité sur le sujet. On ressent peut-être pas forcément un engagement fort de la direction. C'est bien que vous soyez là, c'est bien qu'il y ait des actions qui sont faites, mais vous ressentez pas vraiment que la direction est assez motrice en votre faveur. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel il faut travailler. Et on va essayer d'identifier ensemble du coup des pistes pour faire qu'il y ait une bascule en votre sens et que les collègues et la direction soient plus impliqués dans ce sujet. Donc, j'arrête le partage du sondage, mais merci beaucoup d'y avoir participé. Moi, ça me permet d'aiguiller aussi mon propos. Et puis vous, comme je vous l'ai dit, hein, pour ceux, vous avez pu voir la majorité de vos réponses. Pour ceux qui ont une majorité de réponse A, vous sentez que vous avez peu d'ancrage. Réponse B, majoritaire, c'est moyen. Et puis, réponse C, c'est assez considérable, mais voilà. Considérable, on l'a dit, ça ne veut pas dire que tout est gagné. Première bonne pratique qu'on peut identifier. Vous allez voir l'idée de ce webinaire. On va pas forcément apprendre des choses révolutionnaires pour vous, je vous le dis tout à fait honnêtement, mais c'est qu'on a pu concentrer toutes les bonnes pratiques qui ont émergé justement avec l'enjeu lié notamment à la fin des accords handicap. Plusieurs acteurs se sont posés beaucoup de questions sur ce sujet et de là, on a pu glaner vraiment toutes ces bonnes pratiques et les réunir. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est bien de les avoir en tête. Et surtout, ce qu'on va faire ensemble, c'est de voir, en fonction de son niveau d'ancrage, quelle est la marge de manœuvre possible et quelles sont peut-être les priorités ou les bonnes pratiques qui vont être prioritaires à essayer de mettre en œuvre. Première bonne pratique qu'on partage ensemble, impliquer à titre personnel, et je le souligne bien à titre personnel, un membre du comité de direction. Quelle est cette nuance? Souvent, voilà, on a l'idée d'avoir un sponsor dans le comité de direction qui est impliqué, qui met en avant, qu'on met en valeur quand on aborde la politique handicap. Mais là, l'idée, c'est vraiment de l'impliquer à titre personnel, c'est-à-dire pas en tant que juste membre du comité de direction, mais vraiment qu'il soit le sponsor de votre politique handicap. Donc, plus il sera placé à un niveau hiérarchique élevé, plus ça va être intéressant. Et attention, l'idée, c'est pas simplement d'avoir un affichage de son nom comme sponsor, c'est vraiment définir un rôle précis pour cet acteur, des temps d'échange avec lui, voire au sein du comité de pilotage, qui soit constamment présent, et puis l'acculturer aussi à ce sujet avec et la formation du comité de direction et du top management, mais vraiment lui spécifiquement, qui soit acculturé davantage à ce sujet. Et un exemple qui est intéressant, on l'a vu chez Publicis, lorsque le président du directoire a fait part lui-même de son implication dans le sujet du handicap et notamment lié à un cancer.
parce qu'il était en plus concerné personnellement, donc là, ça a encore plus eu un impact important. Forcément, ça a permis de mettre en œuvre des actions intéressantes dans la structure. Chez Hermès aussi, il y a un sponsor. Il y a plein d'autres structures hein, dans lesquelles il y a un sponsor. Là, j'en ai cité quelques-unes, mais vraiment, l'idée, c'est de voir qu'il faut un sponsor, pas juste quelqu'un qu'on a nommé comme ça pour faire joli, grosso modo, ou dans le cadre d'un affichage pour donner l'impression que le comité de direction est concerné. C'est vraiment de faire en sorte de l'impliquer précisément dans le déploiement de la politique handicap et tout au long du déploiement. C'est-à-dire que ce n'est pas on lance la politique handicap, on a un sponsor, c'est on le tient au courant au fur et à mesure des avancées de la politique handicap et on fait en sorte qu'il l'alerte quand il faut, qu'il réimplique quand il faut le comité de direction. Deuxième bonne pratique intéressante et qui paraît complètement évidente, notamment en lien avec la fin des accords handicap, mais agréés, mais qu'il faut quand même rappeler et surtout à laquelle il faut peut-être apporter des compléments. L'idée, c'est de conclure un accord interne qui ne va pas être agréé du coup, mais dans cet accord-là, ce qui va être important à faire, c'est la bascule qui permet d'inclure, si ce n'est pas encore le cas, pour beaucoup d'entre vous, notamment quand on a quand même un accord handicap qui a plus de 10 ans, c'est déjà le cas pour beaucoup d'entre vous, mais ce n'est pas forcément systématique non plus. Donc, quand ce n'est pas le cas, l'idée, ça va être vraiment d'inclure d'autres sujets. Par exemple, la question des aidants, avec des dispositions aussi en lien avec les salariés aidants, des dispositions sur les conditions de travail, la QVCT, sur la prévention santé, sur les achats responsables, toutes ces dispositions qui sont sur des sujets qui gravitent et qui sont en lien avec le sujet du handicap et assez annexes vont être intéressantes pour permettre qu'il y ait plus de prise en compte du sujet du handicap et éviter que ce soit un sujet qui soit dissocié et donc qu'on puisse facilement l'abandonner. Finalement, c'est assez simple à penser. Si vous avez un accord handicap qui comporte d'autres sujets que le handicap, on va moins facilement pouvoir mettre à néant toutes les actions après la fin des accords handicap parce qu'il y aura toujours un accord qui court avec des dispositions qui concernent aussi les aidants, qui concernent aussi d'autres sujets et donc il va falloir réfléchir de façon globale. Donc ça permet de pérenniser un peu plus les accords handicap et d'avoir un peu plus d'ancrage. Et le fait aussi d'obtenir des labels. Alors, les labels, je vous conseille pas non plus de courir après tous les labels, c'est pas forcément intéressant et c'est parfois aussi beaucoup trop d'affichage. Mais l'idée, c'est d'avoir un label qui va permettre de donner un cadre précis, un label qui va être assez incitatif en termes d'objectifs à tenir, de budget notamment aussi, à définir un label qui vous engage suffisamment pour que déjà on ait besoin de vous consacrer un budget. Ça va être important. Donc tout ça, ça va favoriser l'ancrage de la politique handicap en dehors du sujet, en dehors du fait d'avoir un accord handicap ou non. Mutualiser les budgets aussi, ça va le permettre parce que le budget qu'on va consacrer au sujet de la prévention santé ou des achats responsables, si on a un accord handicap qui est transverse, même si votre budget baisse parce que soit votre accord n'est plus agréé ou alors que vous avez dépassé les 6% et donc que votre entreprise n'a pas forcément dédié une somme pour mener des actions sur le sujet, le fait de mutualiser les budgets parce que l'accord il est transverse, ça va vous permettre de continuer à mettre en place des actions. D'impliquer et de fédérer d'autres parties prenantes autour du sujet aussi. Si vous avez un accord qui, du fait d'avoir des dispositions en matière de prévention santé, ben, le service social est aussi impliqué, le service médical également, et donc c'est intéressant pour vous. Ça permet d'avoir une sorte de garde-fou qui permet d'intégrer le sujet du handicap au dialogue social et non plus juste lié à l'obligation d'emploi, qui est vraiment un peu la contrainte qu'il y a avec les accords handicap agréés, parce que c'était vraiment une réponse à l'obligation d'emploi. Et donc, malheureusement, c'est encore un peu ce qu'on peut reprocher aux accords handicap agréés, c'est d'être trop lié à l'OETH, l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, deuxième bonne pratique évidente, on conclut un accord interne non agréé, on s'oblige sur cette question volontairement. Troisième bonne pratique, ça va toujours dans le sens du fait d'avoir un accord de droit commun sur le sujet du handicap, mais on va associer à cet accord une convention de service avec l'AGFIP.
Vous savez que la GFIP a mis en avant que la fin des accords handicap permettrait de conclure des conventions avec la GFIP, hein, qui sont des conventions qui engageraient toujours l'entreprise, qui lui permettraient aussi de bénéficier de certains services et dispositifs qui vont être intéressants, donc des moyens, notamment financiers ou des aides, mais aussi liés par exemple à pouvoir continuer à faire de la sensibilisation, de la communication. Du diagnostic, enfin des actions qui vont permettre également d'outiller les parties prenantes dans l'entreprise pour ne pas qu'elles soient démunies du fait de la fin des accords handicap. Donc là, ça va être d'aller un petit peu plus loin en parallèle, hein, c'est pas du tout interdit de pouvoir avoir une convention de service avec la GFIP avec en appui un accord quand même de droit commun qui est associé, sachant que précédemment, hein, avant cette fin annoncée des accords handicap, les conventions AGFIP étaient plutôt un prémisse d'un accord. On le faisait plutôt en amont. On faisait une convention avec la GFIP. Quand ça se passait bien, on passait à l'étape au-dessus qui était l'accord handicap. Là, il va falloir penser les choses différemment. Ça veut dire que la convention de service avec la GFIP permettra d'être un soutien complémentaire à un accord. Donc, c'est une posture différente à avoir et une façon différente de travailler avec les services de la GFIP. Quatrième bonne pratique, permettre à des collaborateurs volontaires de s'impliquer directement dans la politique handicap en soutenant des initiatives individuelles. Ça, c'est des choses qu'on fait un peu trop peu dans les politiques handicap, notamment pour celles qui sont impulsées par les sièges. Souvent, il peut y avoir des bonnes initiatives d'un point de vue local sur des sites, mais qui ne sont pas forcément partagées, qui ne remontent pas forcément au siège. Et l'idée, là, ça va être de avoir des sentinelles, donc une mission handicap avec des collaborateurs qui soit sont impliqués dans le sujet parce que eux-mêmes sont adhérents à une association à titre privé et connaissent le sujet sur certains aspects, permettent de valoriser certaines initiatives qu'ils ont. Mettre en avant, par exemple, une association à laquelle un collaborateur est lui-même adhérent à titre privé. Ça peut encourager d'autres collaborateurs et ça peut permettre une prise de conscience sur le sujet. Parfois, ce sont vraiment des initiatives minoritaires qui vont avoir un impact important parce que on côtoie un collègue au quotidien et puis il nous explique que finalement, une fois par semaine, il donne de son temps pour telle association qui est dans tel secteur de domaine ou qui apporte tel élément par rapport au handicap et ça peut voilà, être un élément déclencheur pour d'autres collaborateurs. Donc, c'est une approche aussi qui est intéressante. Il ne faut pas penser que le handicap, on va juste l'aborder, hein. C'est un sujet qui concerne la vie privée et qui va avoir un impact dans le travail, hein. C'est comme ça qu'on l'approche dans le travail quand on est concerné. Mais finalement, on se sert peu du fait que dans la vie de tous les jours, on est aussi confronté au handicap et donc ça peut apporter des choses également dans le travail. Encourager des initiatives de participation à des actions locales, des courses solidaires, souvent, ça part d'initiatives de l'entreprise, du siège, qui va peut-être proposer aux collaborateurs de participer à une course, mais c'est bien aussi de faire en sorte que ça vienne d'initiatives vraiment de salariés. Leur donner la possibilité, pourquoi pas, consacrer voilà, un fonds dédié à des initiatives solidaires de collaborateurs. Ça peut être intéressant. Par exemple, quand j'étais au groupe Galerie Lafayette, on avait une partie hein, qui comprenait pas du tout, qui faisait pas partie du tout du budget de l'accord handicap agréé, hein, puisque l'accord handicap agréé, vous le savez, il y a des dispositions particulières et on ne peut pas faire non plus tout ce qu'on veut. Mais en plus de cet accord handicap agréé, pour les magasins, il y avait un budget chacun pour avoir des initiatives individuelles ou initiatives collectives sur le sujet du handicap. Donc, ça pouvait être participer à une course solidaire, encourager une association, mettre en place une action. Il y a même des collaborateurs qui ont mené vraiment des actions de sensibilisation très innovantes. Donc, ça reste vraiment intéressant d'impliquer les collaborateurs. Participer à des associations, à des partenariats avec des associations locales, ça on le dit déjà beaucoup, hein, pour l'accueil de stagiaires par exemple, ou pour d'autres éléments, mais vraiment penser à ce que ça parte des collaborateurs, vraiment essayer de leur donner envie de se questionner sur ce sujet et d'être un peu à l'initiative de façon individuelle sur ce sujet de la politique handicap. Mettre en place des ateliers de pair et danse, de transfert de compétences et de prise de parole de salariés concernés. Alors là, je parle souvent de trois mots clés, c'est-à-dire
quelle est l'idée derrière les ateliers de pair et danse, le transfert de compétences, la prise de parole de salariés concernés. Ça va être d'impliquer, de fédérer et de partager. Et partager, c'est vraiment la piste sur laquelle aussi, ça paraît évident, mais on oublie beaucoup en tant qu'acteur de mission handicap à partager au-delà de la mission handicap. Il y a beaucoup de partage au sein des missions handicap, il y a beaucoup de partage et grâce au club aussi, vous avez l'occasion de partager ensemble, mais on ne partage pas assez avec d'autres acteurs de l'entreprise. Et pourtant, ce sujet permet vraiment de glaner beaucoup d'initiatives, de compétences, de connaissances d'acteurs, de ressources qui peuvent être intéressantes pour d'autres acteurs dans l'entreprise. Alors, la pérédance. Quelle forme peut prendre la pérédance? La pérédance, ça peut être intéressant, notamment sur un sujet un peu en lien aussi avec la question des aidants. Il peut y avoir des ateliers de pérédance sur les aidants, pour les accompagner à travailler sur la question du répit, par exemple. La question de la conciliation entre la vie pro et la vie personnelle. Et ça, vous voyez, ça concerne plusieurs acteurs dans l'entreprise. C'est pas seulement euh, les, euh, les salariés directement concernés par le handicap, mais en tant qu'aidant, par exemple, on peut être concerné. Et ça a un impact important en termes d'implication et pour fédérer et partager sur le sujet. Le transfert de compétences aussi. En tant qu'acteur de mission handicap, on ne s'autorise pas assez, mais vous pouvez, à votre initiative, former des référents handicap sans même forcément faire appel à un acteur externe, mais vous avez glané des compétences qui peuvent être intéressantes et ça peut être intéressant ou d'organiser sous la forme d'une réunion, hein, un peu d'échange pour, par exemple, partager du sourcing de nouveaux acteurs sur la mission handicap. Voilà, avoir des temps comme ça dédiés dans l'entreprise pour transférer vos compétences. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est aussi pour montrer aux autres acteurs, donc aux autres acteurs ressources de votre entreprise, vos collègues, mais aussi tout simplement, finalement, la direction, que dans votre poste, il y a aussi un intérêt vis-à-vis des autres acteurs. C'est-à-dire que vous apportez en termes d'action pour les collaborateurs en situation de handicap, mais vos actions, ce que vous apportez que vous mettez en place, ça peut aussi outiller d'autres acteurs, des acteurs RSE. Donc parfois vous avez la double casquette, donc là il y a un intérêt immédiat pour vous, mais ça peut outiller d'autres acteurs qui vont travailler sur cette question de la RSE par exemple. Ça peut outiller des acteurs RH. Il y a plein d'autres acteurs dans l'entreprise que vous pouvez outiller grâce aux compétences que vous avez sur le sujet du handicap et qui ont un intérêt à travailler avec vous aussi sur ces questions. Donc, je ne vais pas en dire plus pour le moment parce qu'on va le voir sous d'autres aspects ensuite. Favoriser les synergies locales en encourageant les rapprochements avec d'autres entreprises. Alors là, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, que j'ai pu observer notamment dans le cadre d'une journée d'études qu'on a pu mener outre-Rhin, en Allemagne, où dans les dispositions qui sont mises en place pour les entreprises par rapport au sujet du handicap, il y a énormément de rapprochements entre entreprises. Ça peut être par secteur d'activité, mais ça peut être par bassin d'entreprise aussi qui se situent dans une même localité. Ce qu'on ne fait pas encore et qu'on n'ose pas assez faire en France. Un exemple aussi qui me fait beaucoup sourire, j'ai eu une fois en tant que consultante une entreprise qui m'a demandé de venir faire une étude pour elle sur les pistes de sous-traitance qu'elle pouvait faire au sein du secteur protégé et adapté, hein, donc auprès des AT et de A. Elle cherchait des activités qu'elle pouvait sous-traiter et aussi des contacts de structures avec lesquelles elle pouvait travailler. Eh bien, figurez-vous que dans les pistes qu'on a identifiées, finalement, le contact que je leur ai donné et trouvé pour mettre en place ces actions, vraiment la structure qui était mieux à même de leur permettre de développer leurs achats responsables, c'était une structure qui se situait dans le même bâtiment qu'eux. C'est-à-dire que au deuxième étage, imaginons, hein, là je me souviens plus, mais je vous dis ça comme ça, au deuxième étage il y avait la structure les AT, et puis eux ils étaient au quatrième étage, donc ils étaient exactement dans le même bâtiment. Moi on m'a fait venir pour faire une expertise, pour finalement trouver un acteur qui était sur place parce qu'on ne fait pas toujours assez attention aux acteurs qui gravitent autour de nous et on évite, on n'essaye pas assez des fois de créer de la synergie autour de ces acteurs. Et donc, ça peut être intéressant
comme on le fait en Allemagne, par exemple dans certains quartiers d'affaires ou certains centres d'activité, il y a une obligation d'avoir une structure du secteur protégé quand il y a voilà, un pool d'acteurs. Et dans ces cas-là, ça peut être par exemple un restaurant d'entreprise qui est tenu par un ESAT, dont profitent toutes les entreprises qui se situent sur ce même bassin d'activité ou ce même quartier d'affaires. Donc, ça pourrait être, imaginons, voilà, à la Défense, sur un pôle d'acteurs, ben, on sait que pour, par exemple, la gestion électronique des documents en structure du secteur protégé, pour la restauration, enfin dans plein de fonctions support, on a des structures du secteur protégé qui servent de fonctions support et qui permettent aux entreprises de mutualiser ces besoins. Donc ça peut être un aspect intéressant. Le standard aussi, par exemple, il peut être tenu dans un bâtiment par une structure qui, elle, et finalement en synergie avec toutes les entreprises du même bâtiment. Il y a une autre initiative aussi qu'on a pu mettre en place, c'est un outil de sensibilisation pour des entreprises qui étaient du même secteur. Elles se sont dit, ben, nous, on a besoin d'un outil de sensibilisation. On est toutes du secteur agricole, donc on sait qu'on a des métiers qui sont très similaires, mais aussi qui sont très distincts d'autres secteurs. Donc on veut un outil que pour nous, qui va parler de nos métiers, qui va pouvoir sensibiliser sur la question du handicap, et on va mutualiser. Donc, on va demander à un acteur de créer cet outil pour nous et on pourra en profiter tous. Donc, on met au pot commun et ce qui permet de mutualiser un budget qu'on n'aurait pas si on est tout seul et qu'on a besoin de faire en place des actions, mais qu'on n'a plus d'accord handicap agréé, on n'a pas suffisamment de budget, alors que si on se met à plusieurs, on a un outil qui correspond à notre secteur d'activité, à nos besoins, et en plus de ça, on n'a pas eu besoin d'y mettre trop d'argent parce que c'est quelque chose qui va être mutualisé. Sur la même commune, dans la même rue, dans le même bâtiment, pensez à regarder autour de vous les acteurs qui gravitent, leurs besoins, mutualiser les actions de sensibilisation et les achats responsables. Par exemple, dans le cadre d'une SEPH, peut-être que demain, quand on n'a plus d'accord handicap, on va éviter de mettre en place une action que pour soi, mais on va peut-être voilà, mettre en place une action de façon mutualisée avec le gestionnaire de notre bâtiment pour profiter à toutes les structures, toutes les entreprises qui sont dans le même bâtiment, par exemple. Donc là, ça peut être voilà, une piste d'action à mettre en place qui permet de continuer à avoir des actions handicap quand on n'a plus de budget. Mettre en place des actions de sensibilisation durant des événements collectifs ordinaires et pas seulement lors d'événements dédiés au handicap. Alors ça, c'est important d'avoir ça en tête. On ne peut pas que mettre en place des actions handicap que dans des événements dédiés. Et on ne peut pas non plus se dire, bon, ben, finalement, l'idée, ça va être que de l'intégrer lors d'événements ordinaires. On s'est rendu compte que dans des structures qui avaient envie d'aller très vite et de se dire qu'elles avaient une politique handicap, suffisamment ancrée et que désormais, elles n'auraient plus d'événements dédiés, il y avait eu un essoufflement de leur politique handicap. Parce que c'est important quand même de montrer que c'est un sujet spécifique avec des enjeux spécifiques dans des temps qui vont être dédiés. Donc, la SEPH, ça peut être toujours voilà, l'occasion d'avoir un temps dédié par rapport à ce sujet. Mais côté de ça, il faut aussi intégrer ce sujet à des événements ordinaires. Donc, essayez de convaincre votre direction pour que on ne vous consacre pas un temps dédié juste chaque année. Vous avez la SEPH pour vous, mais à d'autres moments, on ne parle pas du handicap. Là, ce n'est pas un ancrage. L'ancrage du sujet, c'est de se dire quand on a l'impression que à d'autres moments ordinaires, on a toujours une petite pensée pour ce sujet du handicap. Donc l'idée, ça va être un peu de s'immiscer. Moi, je vous conseille, voilà, d'essayer de vous immiscer dans plein d'autres thématiques annexes ou non, et voilà, proposer à chaque fois d'avoir un écueil par rapport au sujet du handicap. Par exemple, quand j'étais au groupe Galerie Lafayette, au sein du séminaire RSE qui était dédié au top management, on avait toujours une action de sensibilisation qui était liée au handicap à ce moment-là, en plus des actions de la SEPH. Et puis, lors d'Afterwork, il y avait un petit élément qui pouvait voilà, faire une piqûre de rappel sur le sujet du handicap lors de séminaires, de réunions d'activités. Et il n'y a pas besoin non plus, il faut l'avoir en tête, de se dire qu'on doit faire une action qui doit être très impactante ou qui doit être très lourde. 5 minutes de sensibilisation peut être très impactant, 2 minutes, 3 minutes peut être plus impactant que parfois avoir une matinée ou une journée consacrée au sujet. Donc, il faut vraiment se saisir de tous les temps en se disant que ça va être important. Je mets quand même un petit bémol.
il y a quand même des types de sensibilisation qui sont adaptés à certains formats. Si on vous dit qu'il faut former des managers en une demi-heure, là, je serais d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas possible. Vous allez pouvoir les sensibiliser sur une question pointue pendant ce temps-là, mais c'est pas voilà une sensibilisation d'une demi-heure qui va remplacer une formation d'une demi-journée ou d'une journée de vos managers. Mais saisissez quand même, voilà, les petits moments, les temps que vous pouvez avoir dédiés. N'hésitez pas, rapprochez-vous des services communication, etc. et demandez-leur. Voilà, une petite vitrine de quelques minutes. Parfois, en plus, c'est très apprécié parce que ça permet de varier un peu la thématique des sujets qui est abordée. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller dans ce sens. Encourager le dialogue social, CSE direction. Il y a Excusez-moi, une loi, excusez-moi. oui, J'avais une petite question, je l'ai posée sur le chat du coup, par oui, rapport aux sensibilisations lors des after-work. Comment on oui. peut amener ça? Parce que c'est vrai que ça c'est délicat, on se lâche un peu plus lors des after-work et du coup, comment on peut amener ça comme enfin, sensibiliser, parler du handicap sur ce moment-là exactement. Oui. Donc, par exemple, un after work, c'est un moment, comme vous dites, où c'est un moment de relâchement. C'est un moment qui se veut un peu, donc je retourne un petit peu en arrière hein, pour aborder cette question, c'est un moment de relâchement, c'est un moment qui se veut à côté de la vie de l'entreprise. Donc, c'est un moment où on va un peu apprendre à connaître ses collègues d'une façon un peu différente. On va voir des aspects voilà, de la personnalité de ses collègues qu'on côtoie sur des aspects plus professionnels et qu'on va essayer de percevoir autrement. Donc là, c'est pour ça que c'est intéressant dans ces cas-là d'aller dans ce sens-là, d'avoir une vitrine, quelque chose qui peut être un petit peu décalé. C'est là que vous pouvez vous permettre d'avoir une sensibilisation qui est peut-être pas forcément en lien directement avec la thématique du travail. Dans les sensibilisations after works, par exemple, qu'on a pu mettre en place, que j'ai trouvé intéressante, il y a l'exemple de créer des moments où on a mis en place, c'était une sensibilisation autour du chant signe. Donc, c'était quelque chose d'un petit peu décalé parce que c'était un atelier où justement on avait expérimenté lors de cet afterwork-là, on avait un peu sensibilisé autour aussi de la musique, du bruit, de ce genre de choses. Et l'idée avait été de sensibiliser les collaborateurs au chant-signe. Donc, le chant-signe, hein, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. Le chant-signe, ça permet à des personnes qui sont malentendantes, voire sourdes, de s'approprier un peu la musique différemment, c'est-à-dire qu'on va finalement signer de la musique et donc ça permet aussi d'inclure et de participer à quelque chose qui paraît totalement exclu pour ces personnes qui sont concernées par cette typologie de handicap et en réalité non. Donc ça peut être quelque chose, vous voyez, c'est un exemple. C'était quelque chose de très décalé, mais ça a été très impactant parce que voilà, beaucoup de personnes s'étaient dit qu'ils s'étaient jamais posé la question de savoir qu'une personne sourde finalement, est-ce qu'elle pouvait s'approprier la musique ou non. Donc voilà, c'était lors d'un moment convivial, il y avait de la musique, on s'est dit bon, comment faire en sorte. Donc l'idée des after-work, si vous devez retenir un élément et si j'ai une préconisation, c'est de se dire dans le moment qu'on va passer, qu'est-ce qui pourrait être excluant pour certaines personnes en situation de handicap et de faire en sorte que ça ne le soit pas. Donc, vous allez vous dire, par exemple, on va faire euh, un événement sportif ou un escape game pour un after work. Une personne qui a un handicap moteur, elle pourrait être exclue de cet événement. Ben, on va faire en sorte qu'elle puisse y participer. Donc, ça va être l'objet de la sensibilisation, c'est qu'on va s'imaginer que s'il y avait une personne qui était tétraplégique alors qu'on souhaite participer à une course, comment on fait pour qu'une personne tétraplégique participe à la course? Et du coup, ça va faire l'objet de la sensibilisation. Donc, c'est toujours penser ce moment convivial en essayant de penser ce qui peut être excluant. On a même travaillé une fois aussi sur un afterwork sur les allergies. Et là aussi, ça permettait de faire une sensibilisation qui est un peu détournée. L'idée, c'était que sur les repas qu'on avait, on avait beaucoup questionné les personnes sur justement les différentes allergies et on avait fait quelque chose qui était un petit peu, qui était un peu comique parce que l'idée derrière, c'était de se dire que quand on avait cumulé les allergies de tout le monde, finalement, c'était quasiment impossible de trouver le repas ou le plat idéal.
Mais à côté de ça, du coup, on avait travaillé sur les allergies et ça a permis de sensibiliser au fait que voilà, une allergie peut être extrêmement handicapante, peut donner lieu à une reconnaissance et que ça faisait aussi partie de la thématique du handicap et ça a été intéressant aussi pour aborder ce sujet. Donc, de façon un peu décalée, vraiment sur des sujets comme un ex qui vont vraiment s'inscrire dans la thématique réelle de ce que vous allez vivre comme moment. Il y D'accord, a aussi merci une beaucoup. proposition, voilà, il y a une personne chez Audience aussi qui parle de la session chant-signe, et puis une personne qui disait dans les endroits trop bruyants aussi pour les personnes sensibles au bruit. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que la thématique là de la sensibilisation, ça pouvait aussi parler des personnes autistes. Enfin voilà, ça permet de faire le lien sur plusieurs types de handicaps également. Mais c'est l'intégrer le plus au moment que vous allez le vivre. En fait, que ce soit, voilà, quitte à ce que ce soit un petit peu décalé, mais tant que vous l'approchez du sujet, ça reste intéressant. Donc, on était sur la bonne pratique du dialogue social entre le CSE et la direction, sachant qu'il y a une loi. Alors, je ne l'ai pas retrouvée là tout de suite, mais je vous la mettrai dans le support que Déborah sera chargée de vous envoyer à tous. Je vous mettrai précisément les références de cette loi qui est assez récente, qui impose plus ou moins un temps dédié de formation qui soit commun entre CSE et direction. C'est-à-dire que souvent, pour initier le dialogue social sur certains sujets, pour le moment, on forme de façon à part la direction et le CSE aussi se forme par ailleurs tout seul ou à des temps dédiés de formation, mais on n'avait pas de temps conjoint. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir plus de consensus sur le sujet. Donc, ça va être des temps qui vont être conjoints où on réunit le CSE et la direction en même temps pour être formé sur ces sujets. Et donc ça, pour vous, ça va être un élément qui va permettre de vraiment pérenniser ce sujet parce qu'il s'inscrit dans le dialogue social. Plus il est inscrit dans le dialogue social de votre entreprise, plus ça devient un sujet incontournable. Ça veut dire que là, on est au-delà de l'obligation d'emploi. Ça fait partie du dialogue social. C'est des sujets sur lesquels l'entreprise dit elle se dit qu'elle doit se positionner. Et donc là, il y a un ancrage fort de votre politique. Et quoi qu'il se passe, que les accords agréés ou non cessent, vous savez qu'en interne, le sujet, il sera porté. Outiller les référents handicap, les correspondants handicap, les ambassadeurs pour en faire des sentinelles capables de sensibiliser leurs collègues. Ça, c'est un élément aussi important, le fait d'être outillé. Et malheureusement, on sait trop bien que moins on a de moyens et plus on a du mal justement à se dire qu'on va réussir à outiller ces acteurs qui sont pourtant incontournables pour ancrer, pérenniser une politique handicap. Comment faire du coup pour, malgré tout, outiller les référents handicap, les correspondants handicap, les ambassadeurs, en faire des sentinelles qui vont être capables de sensibiliser eux-mêmes leurs collègues à moindre frais, parce que là, l'idée sous-jacente, c'est celle-là, hein, c'est que plus d'accords handicap agréés, moins de moyens pour les former. Décentraliser les actions de communication, donc faire en sorte de permettre à des personnes qui sont situées sur des sites, qui sont situés à des niveaux un peu plus localisés hein, de votre politique handicap, donc que ce soit plus que la mission handicap qui initie des actions de communication, mais voilà, tout en gardant parfois un contrôle parce qu'il faut quand même faire attention, il faut des actions de communication qui vont aller dans le sens de la politique handicap de votre entreprise. Il ne faut pas que ce soit voilà, des actions qui vont être peut-être trop revendicatrices ou trop liées peut-être à une dimension plus sociétale, hein, parce que c'est un peu le risque quand on laisse les salariés parfois se saisir du sujet, hein, c'est qu'ils peuvent être un petit peu militants. Et là, ce n'est pas l'idée. L'idée, ça va être vraiment d'impulser voilà, des initiatives qui vont permettre juste de mieux faire comprendre aux collaborateurs en quoi on peut être concerné par ce sujet. Et pour ça, vous avez notamment des kits de sensibilisation clés en main. Donc, nous, on a un partenaire, un Diversité, par exemple, qui a fait un certain nombre de clés, d'outils clés en main qui sont vraiment très abordables et qui permettent de former un acteur qui va lui-même être capable ensuite de former des personnes en interne. Donc, ça veut dire que non seulement vous ne cristallisez plus toutes les actions sur la politique handicap, mais vous aurez des collaborateurs en interne ensuite qui seront des sentinelles, qui pourront voilà, faire des actions de sensibilisation lors des réunions d'activité locales
qui pourrait y avoir ou des actions voilà, internes qui pourraient être menées ou même de façon totalement informelle. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec le sujet du handicap, c'est que de façon informelle, on peut sensibiliser ses collègues. À partir du moment où on a été formé, où on est concerné par le sujet, ça vient naturellement dans les conversations. Et donc, on parle aussi beaucoup de mission handicap infusée. Une mission handicap infusée, c'est quoi? C'est un petit peu, il faut avoir l'image un peu du thé. Quand vous mettez votre sachet de thé, vous avez vu le thé qui infuse dans l'eau. Et ben c'est ça l'idée d'une mission handicap infusée, c'est-à-dire que on va aller voilà mettre le sachet de thé et qui va faire que voilà ça va infuser dans toutes les dimensions de votre entreprise, de toutes les organisations et non pas juste cristalliser sur soi les actions, notamment de communication et de sensibilisation sur le sujet. Concevoir pour les acteurs de la mission handicap des fiches de poste selon la méthode EUTED. Donc ça, on en avait parlé parce que c'est une bonne pratique déjà que j'avais partagée avec vous pour piloter son accord handicap, mais c'est aussi une bonne pratique pour pérenniser son poste notamment. C'est-à-dire que cette méthode, elle permet quoi? Elle permet de synthétiser vos missions, le contenu de votre métier et ses évolutions possibles. Donc, vous voyez où je veux en venir, les évolutions possibles, c'est-à-dire qu'on va finalement définir une fiche de poste dans lesquelles on a clairement conscience que les accords handicap vont s'arrêter, mais justement qu'on a toujours sa place dans l'entreprise et on va identifier et proposer plus ou moins à la direction des évolutions possibles à son poste, soit en lien avec des questions qui peuvent être RH, par exemple, soit en lien avec des questions liées à la QVCT, des questions en lien avec la RSE, des questions en lien avec la formation. Il y a plein de pistes possibles par rapport à ce sujet. On va le voir quand on va voir justement les autres thématiques qui gravitent autour du sujet du handicap un peu plus loin. Mais l'idée de ces fiches de poste, c'est d'avoir des contours clairs dans vos missions. C'est souvent le cas des chargés de mission handicap, notamment le référent handicap. Il y a eu cette loi qui a mis en place pour les entreprises de plus de 250 salariés de nommer un référent handicap. Mais comme les contours ne sont pas clairs, finalement, dans chaque entreprise, on n'a pas forcément le même contour de poste et on n'a pas forcément beaucoup d'ancrage. Alors que là, vraiment, cette méthode, elle va vous permettre d'avoir plus d'ancrage parce que vous allez finalement tisser une toile d'araignée de votre poste en lien avec plein d'autres sujets dans l'entreprise. Et on prévoit également des temps d'adaptation nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a une transition vers la fin des accords, donc qui commence maintenant. C'est dès maintenant qu'il faut définir les actions de transition, les priorités d'action avec un rétro-planning. Et on distingue dans cette fiche de poste les missions opérationnelles qu'on a, les missions de coordination qu'on a, et les tâches administratives qu'on a et moi, je rajoute même justement toutes les missions qu'on peut avoir qui vont être un peu transverses, on les met souvent en lien avec la coordination, mais je trouve ça intéressant de les distinguer. Ça va être toutes les missions qui vont vous permettre d'acculturer d'autres acteurs. Par exemple, quand vous allez travailler avec le service achat, parce qu'ils auront des questions pour pouvoir aller vers des achats responsables. Quand vous allez travailler sur avec la politique RH qui voudra former ses recruteurs sur la non-discrimination et que vous allez apporter un volet complémentaire sur le handicap, par exemple. Donc, tout ça, ça va valoriser votre poste, valoriser les actions que vous pouvez mettre en place en interne. Et donc, si besoin, voilà, voir aussi les actions de formation complémentaires qui peuvent y avoir, vraiment les compétences relationnelles sur la posture ou d'autres éléments annexes dont vous avez besoin pour les nouvelles missions qui vont émerger du fait de soit la fin des accords, soit le fait de pouvoir mieux ancrer votre politique handicap. Ça peut être aussi pour participer plus davantage au dialogue social avec les instances représentatives du personnel. Là aussi, ça peut être intéressant et ça, c'est voilà, une compétence au niveau des relations sociales qui peut être intéressante pour votre employeur si vous l'avez en complément et qui peut donner plus d'assises à votre poste. Prévoir un comité de pilotage pluridisciplinaire et transverse. On a souvent un comité de pilotage au démarrage de l'accord handicap. Et là, c'est important de repenser, justement du fait de cette transition, à avoir un comité de pilotage pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va associer les RH, le service social, la médecine du travail, des relais de proximité, le service communication, qui va vraiment être un moteur essentiel pour, là aussi, vous permettre d'avoir des temps dédiés, de consacrer vraiment du temps à ce sujet dans
tout ce qui est voilà, en termes de communication avancée dans l'entreprise, et puis prévoir aussi vraiment des mesures de validation, des ajustements, donc faire des retours d'expérience, des mesures ROI, des mesures d'impact. Ça va être intéressant aussi de pouvoir concrètement voir votre efficience et montrer que, parce que on se rend pas compte le temps consacré, hein, j'en parlais justement, je crois que justement elle est parmi nous récemment avec euh, une, une personne du club qu'on accompagne par rapport à la mission handicap, le temps qui peut être consacré pour mettre en place des actions de maintien dans l'emploi, il est souvent sous-évalué par la direction. On ne se rend pas compte à quel point par la direction ou même par les services de pilotage, là je parle plutôt au niveau de la DRETS par exemple, on ne se rend pas compte à quel point en interne ça peut prendre du temps de se mobiliser pour pouvoir mettre en place un maintien pour un collaborateur, aménager un poste. Ça demande de graviter avec plusieurs acteurs en interne dans l'entreprise. Ça, c'est beaucoup de temps. Et là aussi, c'est vraiment important de mesurer voilà, que ce n'est pas quelque chose. S'il n'y a plus d'acteurs pour piloter ce type d'action, il faut penser à mettre en place en tout cas des mesures transverses ou d'autres actions qui pourront permettre de toujours maintenir dans l'emploi des collaborateurs, parce que sinon, il risque d'y avoir tout de suite un vrai impact sur des collaborateurs qui vont finir par soit être plus vite mis en inaptitude, ou soit qui vont quitter l'entreprise parce qu'il n'y aura pas un acteur qui sera là pour assez rapidement et de façon opérationnelle pouvoir mettre en place des mesures pour eux. Donc, c'est un élément très, très important. Dernière bonne pratique qu'on va voir ensemble. Et puis ensuite, voilà, l'idée, ça va être de pouvoir s'interroger pendant la petite demi-heure qui va nous rester sur, voilà, ce qui vous interpelle le plus, les bonnes pratiques que vous avez aussi en complément, on va pouvoir partager ensemble. Et puis, voilà, quelques mesures complémentaires qu'on va voir ensemble. Mais d'abord, l'idée, ça va être de voir que c'est vraiment un sujet transverse, le handicap. Et donc, la question que j'aime vous poser, que je trouve intéressante, c'est de se dire, c'est de façon un peu détournée, mais vos collègues préférés dans l'entreprise, de quelle organisation elles font partie? On a tous, on est entre nous, on peut se le dire, on a tous, voilà, un collègue avec lequel on sent qu'on a le plus, on a le plus de liens facilement. C'est un collègue avec lequel on travaille bien ou un collègue avec lequel voilà, on a tendance beaucoup à échanger. De quel type d'organisation ou ils sont en charge de quel sujet, les collègues avec lesquels vous vous entendez bien. Donc là, ce que je vous propose, c'est de activer pour ceux qui veulent bien participer à tour de rôle vos micros et dire à peu près, voilà, les collègues avec lesquels vous avez le sentiment de bien travailler, de quel type de sujet ils sont en charge, enfin, quels sont leurs métiers, leurs postes, plus ou moins, et dans quel type d'organisation ils sont. Alors, je vous laisse prendre la parole. Qui veut intervenir en premier lieu? Qui a un collègue préféré et qui peut nous dire de quelle organisation fait partie ce collègue? Ou dans le chat si vous le souhaitez, pour ceux qui sont plus timides. Est-ce que mon micro, vous m'entendez? On vous entend parfaitement, merci. Ah, ok, merci, bonjour. Du coup, Sandrine Rossignol. Euh, dans ces idées, je dirais pas que j'ai un collègue préféré, mais des collègues que j'apprécie particulièrement et que les services ou entités dans lesquels ils interviennent sont intéressants parce qu'en fait, cette relation de proximité s'est faite aussi en lien avec le fait que le handicap pouvait être un sujet qui nous reliait et qu'ils pouvaient eux-mêmes relayer et auxquels ils pouvaient être concernés dans leurs entités. Donc, ça peut être la formation, ça peut être le recrutement, ça peut aussi être les RH et même certaines commissions du comité du CSE. Et je parle par exemple de la commission sociale. Très bien. Mm. Parfait. Ben, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et dans le chat aussi, Véronique nous parle des collègues plutôt RSE, QVCT. Est-ce que vous avez d'autres collègues pour d'autres avec lesquels vous aimez travailler? Ou voilà, des collègues vraiment, vous sentez que c'est les collègues avec lesquels vous avez le plus de liens finalement? Alors bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui,
Oui, bonjour, Médéric Ferrasson, je m'occupe de la mission handicap pour le groupe TOM, donc notamment les anciennes Histoire d'Or, Marc-Orion et Trésor. Très bien. Nous, du coup, donc la mission handicap fait partie du service développement RH et ça D'accord. comprend notamment les services recrutement, la formation et la carrière, la mobilité. Et donc c'est vrai D'accord. que voilà, en collègue préféré, c'est plus lié, je pense, à l'organisation. Et nous, en fait, on travaille facilement en termes de transmettre les CV des personnes en situation de handicap, former nos managers à ça directement, en fait. Parce que je pense qu'on fait partie d'un même service. Très bien. C'est ça. Donc ça, c'est l'idée de la proximité et du fait que vous soyez Exactement. sous la même entité. Exactement. Parfaitement. Donc effectivement, là, c'est un levier important d'ancrage aussi intéressant, hein. Mm. L'organisation, c'est un petit peu, hein, vous l'avez vu en introduction, on l'avait dit, c'est le prisme sous lequel aussi on abordait ces bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'en fonction de la place qu'on a dans son organisation, on va avoir une marge de manœuvre différente. Si je suis rattachée au service diversité et qu'au sein de mon service diversité, il y a d'autres acteurs aussi, forcément, j'aurai une marge de manœuvre par rapport à ces sujets. Si je Mm. suis plutôt rattachée à un service RH, ma marge de manœuvre est différente également en fonction de comment ma politique handicap va pouvoir être impulsée. Il y a d'autres réponses aussi. On nous parle de la communication interne, achats et moyens généraux, formation, intégration RH, donc toujours, hein. J'ai vu aussi comme interne. euh, et les gestionnaires du personnel, assistantes sociales, égalité pro. Très bien. Et bien finalement, vous allez voir que vos collègues préférés, que vous venez de dire infirmières, effectivement, affaires sociales, ce sont toujours des personnes qui ont un rôle à jouer par rapport à ce sujet. C'est toujours le cas. Médecin du travail aussi. Donc ça, médecin du travail, vous avez beaucoup de chance. Si votre collègue préféré est votre médecin du travail, ça a été le cas un peu pour moi aussi. J'avais la chance d'avoir une médecine interne quand j'étais au sein du groupe Galerie Lafayette avec un médecin du travail formidable et je vous avoue que ça aidait énormément dans le déploiement d'actions. Il y a vraiment eu des initiatives extrêmement intéressantes grâce à cette proximité avec le médecin du travail avec lequel je travaillais 2 jours par semaine. Donc, j'étais 2 jours par semaine dans le bureau du médecin du travail avec les infirmières également et forcément, ça permet de débloquer les situations. Donc, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles vous allez aussi pouvoir créer du lien en entreprise sont celles qui vont vous permettre de ancrer davantage votre politique handicap. Et donc, j'aime bien prendre l'image du collègue préféré, hein, mais le collègue préféré, finalement, il faut faire en sorte qu'il soit sur une de ces thématiques. Et c'est exactement ce que vous avez cité, c'est-à-dire que vous avez parlé de la RSE et achat responsable, vous avez parlé de la formation, plan de développement des compétences, on l'a, vous l'avez parlé des RH, politique RH, non-discrimination, etc. Vous avez parlé aussi de l'égalité pro, donc on l'a, l'égalité hein, également. Gestionnaire, infirmière, j'avais affaires sociales aussi, c'est intéressant. Et puis CSE, voilà, là aussi, ce sont des acteurs incontournables de ces sujets. Donc finalement, plus on va travailler en silo avec ce type d'acteurs, plus on va avoir de l'ancrage dans sa politique handicap. Donc faites en sorte que vos collègues préférés soient des acteurs dans ces services, dans ces domaines et de créer du lien avec ces structures. Donc, voilà, essayez de vous inviter dans le déploiement de leur action, essayez de vous intéresser eux aussi, de la même façon qu'ils vont s'intéresser, eux, vous, au sujet du handicap, essayez-vous de vous intéresser à leur sujet et vraiment dans la rétrospective, ça va permettre eux aussi de les intéresser au sujet du handicap, de les impliquer davantage et finalement, plus vous allez être d'acteurs impliqués, plus votre politique elle sera ancrée. Il faut vraiment éviter. Parfois, il y a une peur et il y a certaines personnes qui euh, cristallisent les actions autour d'elles et ont un petit peu peur de partager. Donc ça, c'est une des dernières bonnes pratiques que je vais partager avec vous. Mais l'idée, ça va être vraiment au maximum. Il faut mutualiser les ressources et partager celle de la mission handicap. C'est vraiment comme ça que vous allez ancrer. Il ne faut pas avoir peur de se dire, tiens, finalement, c'est une compétence que je dois garder que pour moi parce que si je la partage, on va plus avoir besoin de moi. C'est faux. C'est l'inverse qui se produit. Justement, le fait de partager massivement cette compétence et de faire en sorte de faire des piqûres de rappel, de mettre à jour, d'alimenter régulièrement,
de mettre à jour les ressources des personnes qui vous entourent, on sent que vous jouez un rôle important par rapport à ce sujet et du coup, ça donne plus d'assises à votre poste que de cristalliser autour de vous. Finalement, quand c'est en silo gardé, on ne se rend pas forcément compte assez de ce que vous faites et de ce que vous pouvez apporter. Exact. Donc, vraiment, l'idée, ça va être de partager au maximum. J'avais une personne qui a envie d'intervenir, peut-être, j'ai cru. Non. Non? Oui? Et voix. Ah, on vous entend pas bien? Il y a une personne qui va intervenir ou je me trompe? Non? Ah, c'était peut-être une erreur. Donc, je vais poursuivre. Donc, le plan de formation, il y a un budget formation, ancrer les formations des managers, les formations des RH, notamment autour de la non-discrimination, des biais cognitifs, où vous allez rajouter le volet du handicap. Par exemple, si vous proposez une formation ou s'il y a besoin de former vos managers au management d'une personne en situation de handicap, c'est finalement le management de singularité. Et donc ça peut être approprié à d'autres types de formations. Vous allez juste rajouter un volet sur le handicap ou demander à ce que, attention, il y a telle formation prévue au plan de formation, pensez à rajouter un volet sur le handicap. Et ça va permettre que ce ne sera peut-être pas sur un budget de l'accord handicap ou d'un budget que vous n'avez pas, mais de continuer à mettre en place ce type d'action. Donc, ne pas hésiter vraiment à finalement permettre aux autres acteurs de se saisir de ce sujet-là en l'intégrant vraiment déjà à des budgets qui peuvent exister, à des plans de formation qui peuvent exister. Les recruteurs, en termes de sourcing et de candidature, d'avoir une base de données partagée. Parce que c'est ça, souvent, la difficulté aussi du recrutement, c'est qu'on participe à des salons qui sont à côté du process normal de recrutement et on n'intègre pas assez au recrutement basique aussi les profils de personnes en situation de handicap. Donc, de se dire, finalement, on a une base de données globale qui intègre aussi des structures ressources qui peuvent apporter des candidatures sur le sujet du handicap et on n'en fait pas quelque chose à part où on participe à des salons de temps en temps. C'est quelque chose en plus qu'il faut faire parce que, évidemment, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas forcément évident de recruter des personnes en situation de handicap, notamment dans certains secteurs. Donc, il faut faire les deux, mais le fait de participer à des salons dédiés ne doit pas du tout faire oublier que les recruteurs de base doivent être formés sur le recrutement de personnes en situation de handicap et chaque personne doit être à même de pouvoir le faire et être suffisamment outillée également. Les actions de communication, les guides, les annuaires, etc., tout ça aussi, faire en sorte d'avoir ce type d'outils, mais faire en sorte aussi de les alimenter régulièrement et de les mettre à jour, notamment par exemple sur un intranet, partager des outils de pilotage, là aussi c'est intéressant et là ça va aussi ancrer votre politique handicap parce que si le RH il doit travailler avec vous pour voilà certains aspects et que lui il sait que quoi qu'il en soit, politique handicap ou pas, accord agréé ou pas, dans ses missions, il travaille avec vous, ça fait que voilà, il y a un ancrage vraiment de la politique handicap et c'est valable aussi pour la RSE, pour plein d'autres sujets. Une plateforme de e-learning outillée, vraiment là aussi c'est un axe important à développer, outiller vos plateformes avec des sujets en lien avec le handicap, parfois qui peuvent être annexes. Un exemple qu'on a mis en place au sein du groupe Galerie Lafayette, je suis navrée aujourd'hui, j'ai beaucoup d'exemples qui me viennent en tête qui sont très axés sur le groupe Galerie Lafayette, j'en ai parfois d'autres, mais aujourd'hui c'était très concentré. Bon, il y avait pas mal de bonnes pratiques aussi au sein de ce groupe, mais voilà, il n'y a pas que le groupe Galerie Lafayette et je vais vous laisser aussi l'occasion ensuite de partager vos propres bonnes pratiques qu'on va pouvoir voir ensemble. Mais sur la plateforme de e-learning, on faisait en sorte que sur des thématiques, on n'avait pas juste des e-learning pour comment recruter par rapport au handicap, pour les managers sur le handicap, sur des sujets complètement liés à l'activité, on avait des volets sur le handicap. Par exemple, il y avait des formations pour les conseillers de vente sur le textile, sur les matériaux, sur le cuir, sur la qualité des vêtements, sur ce genre de choses. Et on avait mis en place également une formation pour accompagner dans le magasin des collaborateurs qui sont en situation de handicap. Donc, par exemple, comment je fais quand une personne est non-voyante, elle vient au magasin, comment je parle avec elle des couleurs, comment je fais pour aborder avec elle les matériaux, comment je fais pour la conseiller sur un look, sur un style, sachant qu'elle est non-voyante. Donc, on avait travaillé
avec une association qui était spécialisée dans l'accompagnement de personnes en situation qui étaient non-voyantes. On avait travaillé avec l'accompagnement de personnes sourdes également pour avoir sur certaines typologies de handicap un accompagnement dédié. Et ça, c'était intégré au sein d'une formation globale qui était ordinaire sur le textile. Donc, ça a interpellé beaucoup les collaborateurs qui avaient plus l'habitude d'avoir des formations et dans chaque formation, avoir un temps qui était pensé par rapport au handicap. Donc ça, c'est un travail qui est assez conséquent, qui n'est pas forcément évident à faire parce que c'est quand même un travail conséquent, mais de se dire, voilà, toutes les formations, vous les passez en revue et vous vous dites, est-ce qu'il peut y avoir un volet sur le handicap? S'il y en a un, essayez de proposer quelque chose pour avoir voilà, un volet intégré sur le handicap par rapport aux formations qui sont proposées, notamment sur le e-learning, c'est assez approprié. Et organiser en interne des formations, des transferts de compétences. Donc, on avait déjà un petit peu abordé le sujet, mais vous pouvez, tout à fait, organiser une demi-heure d'acculturation du service RH sur le sourcing, par exemple, où vous allez voilà, leur glaner, même en prenant des fiches pratiques, mais vraiment prendre le temps de faire des temps dédiés, c'est vraiment impactant. Plus que, voilà, on envoie un mail en disant, tiens, regarde, il y a une fiche pratique de la GFIP, je te l'envoie. Prendre un temps dédié pour échanger et voilà, faire des micro-formations, là aussi, c'est intéressant. Une dernière recommandation, ne cristalliser, donc je l'ai déjà un petit peu dit, mais ne cristallisez surtout pas le sujet autour de soi. Plus vous avez de parties prenantes, plus vous avez de véritables alliés pour pérenniser le sujet. Donc, c'est vraiment important, faire en sorte, n'ayez pas peur de partager vos connaissances, vos compétences, d'ouvrir vos outils, vraiment de partager vos bonnes pratiques avec vos collègues, parce que justement, ça va montrer la plus-value de votre poste, parce qu'ils vont se dire, tiens, c'est grâce à un tel que moi, j'arrive à être au fait du sujet du handicap. Il y a la loi santé qui est passée, donc il m'a alerté sur tel sujet et c'est pas quelque chose que j'aurais pensé à faire. Donc, cette personne-là a vraiment une plus-value dans l'entreprise et dans ce cas, c'est vraiment intéressant. Il y a une première question et donc, voilà, là, ça va être, oui, pour les sources, hein, il y a beaucoup de sources qui sont extraites aussi avant de passer à la série de questions-réponses, je voulais le préciser, mais il y a une enquête qui a été menée par un partenaire à nous qui s'appelle Good to Know sur la fin des accords et comment s'adapter. Donc, il y a beaucoup de bonnes pratiques que j'ai partagées avec vous, que j'ai un peu remaniées hein, pour que ça concerne vraiment tout type de structure, mais qui sont extraites de ces sources. Et puis, voilà, je vous mettrai aussi vraiment en complément des liens pour pouvoir aller plus loin sur ce sujet. Si vous le souhaitez, à l'issue du webinaire, vous aurez quelques liens complémentaires. Donc, on va pouvoir passer du coup aux questions-réponses. On a à peu près un quart d'heure parce qu'on avait démarré un petit peu avec du retard. Il y a une première question. Que pensez-vous de faire parfois intervenir des personnes connues handicapées, comme des sportifs de haut niveau, par exemple? Nous l'avons fait côté agricole. Nous avons eu à la fois de très bons retours et parfois des retours plus mitigés, comme par exemple certains collègues qui ne se reconnaissent pas et disent tout le monde n'est pas connu ou sportif de haut niveau. Très bonne question. Je vous remercie de me poser cette question, Véronique, parce que c'est un peu mon cheval de bataille hein, pour mes collègues qui me connaissent et qui ont souvent eu l'occasion d'entendre mes interventions. C'est vraiment un sujet sur lequel j'aime intervenir et vous interpeller. Il y a du positif et du négatif sur le fait de faire intervenir des sportifs de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a deux messages qui peuvent y avoir. Il faut vraiment penser pourquoi on a envie de faire intervenir un sportif de haut niveau et avoir un objectif précis pour cette intervention. Et ça ne va pas pouvoir répondre à toutes les problématiques, mais il faut à chaque fois l'avoir en tête. L'élément positif, c'est que ça montre que le handicap n'exclut pas la performance, n'exclut pas la compétence, n'exclut pas qu'on peut être voilà, un sportif de haut niveau ou très bon dans un domaine et que voilà, à n'importe quel niveau de compétences, de formation, etc., il peut y avoir des personnes en situation de handicap. Donc, ça donne cette dimension-là. Ça peut être intéressant et par exemple, ça peut être intéressant pour sensibiliser un comité de direction. Vous voyez, où on va être sur des entités de personnes ou un top management, où on va avoir en tête que voilà, ce sont des personnes avec des profils, parfois il peut y avoir aussi un ego
qui peut être assez important, et d'avoir en face un sportif de haut niveau. Voilà, on se dit, bah, tiens, voilà, cette personne-là, elle est un peu impressionnante et ça peut en avoir un impact positif. Pour un salarié lambda, ça peut avoir un impact plus négatif parce qu'il se dit, mais attendez, l'image de mon entreprise qu'elle a sur le handicap, c'est la surperformance. Moi, je suis en situation de handicap, mais malheureusement, je ne performe pas. Mon handicap, il me permet de faire mon travail, hein, comme tout le monde, mais je ne suis pas super performant. Je n'ai pas, voilà, je suis pas un sportif de haut niveau. Je n'ai pas une compétence, quelque chose comme ça de plus, ou même, j'ai pas forcément aussi un niveau de résilience. On peut avoir une personne qui est pas encore dans une phase d'acceptation de son handicap, n'est pas forcément dans cette résilience qu'on peut voir chez des sportifs de haut niveau, et qui va sentir comme un complexe vis-à-vis de cette action. Donc, c'est pour ça que ça peut avoir un effet délétère, et que c'est pas forcément, il faut mesurer le niveau d'avancement de votre politique en termes de communication avant de proposer ce type d'action au plus grand nombre de collaborateurs. Donc, souvent, je le recommande et ça fonctionne bien avec un top management, un comité de direction, d'avoir un sportif de haut niveau qui va venir faire une action qui va permettre un peu de les interpeller sur ce sujet, de leur faire prendre conscience qu'on peut être très performant et être en situation de handicap. Mais pour un salarié lambda, je vais encourager des actions qui vont être très proches des problématiques qu'ils peuvent rencontrer et qui vont pas forcément donner une image du handicap en termes de compensation plus du handicap, mais simplement qu'on peut travailler, être en situation de handicap, et on n'attend pas de vous en tant que collaborateur que vous soyez surperformant. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Véronique? Très bien, donc a priori, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, n'hésitez pas soit à activer votre micro ou soit dans le chat pour ceux qui préfèrent. Alors, je reprends la Encore, j'avais parole. cru entendre. Du Parfait. coup, moi, c'est juste pour rebondir justement à cette question de faire intervenir des athlètes sur le sujet du handicap. Nous, on l'a fait là pour la semaine du handicap. Par contre, nous, notre choix, c'était d'un sportif, effectivement, qui avait une expérience dans le retail, pour donner du D'accord. sens à nos collaborateurs, pour faire le lien justement entre le retail en tant que chef de rayon, et Mhm. aussi ce côté performance, et donc conférence sur son expérience, son parcours professionnel également. Mhm. Et puis, il avait fait aussi un Vie ma vie avec un de nos magasins également, Ah, ça, c'est pour qu'ils puissent se intéressant. C'est rencontrer. En intéressant. fait, effectivement, pour rebondir à ce sujet-là, c'est en fait faire la passerelle entre l'un et l'autre. L'athlète va nous transmettre son point de vue et aussi son parcours pro, en l'occurrence dans le retail, et nous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Voilà. Totalement. Oui, ben là, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant quand il y a cet échange, cette volonté d'échange. Mm. Là, vous êtes tombé certainement sur voilà, un profil d'une personne qui a bien joué le jeu. Et là, c'est intéressant. C'est pas forcément toujours évident, mais c'est vrai que c'est ce qui est le plus impactant. Déjà, toujours coller une action de sensibilisation qui va coller à l'activité. On peut avoir des actions parfois qui vont en mettre plein la vue aux collaborateurs, qui vont être dynamiques, avoir plein d'intérêts, mais qui vont pas avoir de réel impact parce que, d'accord, on a passé un bon moment, mais finalement, moi, dans mon quotidien, je comprends toujours pas si je suis en Mm. situation de handicap, vraiment, qu'est-ce que mon entreprise va pouvoir faire, en quoi je vais pouvoir concilier cet handicap et mon activité. Et donc, je suis pas sûre de le dire. Même si j'ai eu une action qui a été intéressante. Alors que plus on va coller à quelque chose qui correspond à notre activité et mettre en situation, et là on se dit, bah, en fait, si, je peux le dire déjà dans mon entreprise, et mon entreprise me montre l'image qu'elle a compris que c'est possible d'être à mon poste et d'avoir une problématique de santé qui génère un handicap. Donc, vraiment, ce sont les actions les plus intéressantes. Donc, en général, je conseille d'aller vers des actions qui vont concerner votre secteur d'activité ou quelque chose qui va être éclairant. On n'est pas toujours obligé, hein, parce que voilà, c'est bien aussi créer une autre dynamique et de montrer d'autres choses, mais il faut vraiment que ça colle à la réalité. Et s'il y a un temps d'échange avec un sportif, il faut le ramener à des positions très concrètes, et c'est certainement ce que vous avez réussi à faire, c'est que ça, on revient, hein, vu qu'il a partagé aussi son expérience dans le retail, ça permet aussi de revenir au concret, à la réalité aussi des collaborateurs. C'est vraiment ce qui va être le plus intéressant. Donc voilà, ne vous flagellez pas d'avoir aussi des sportifs de haut niveau, d'avoir fait ce type d'action-là, mais il faut l'utiliser à bon escient, il faut savoir la limite. Il faut vraiment
d'ores et déjà savoir quand on met en place qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter, ce qui va manquer, et dans ce cas-là, peut-être, ou alors avoir une autre action en complément qui va permettre de répondre à la problématique. C'est-à-dire, je fais venir un sportif de haut niveau, mais je sais que certains collaborateurs vont peut-être penser qu'on parle de performance, ben, je vais créer une autre action de sensibilisation qui va montrer qu'on n'attend pas des collaborateurs qui soient ultra performants et que voilà, la dimension du handicap est individuelle. On n'attend pas non plus qu'ils soient que dans un discours de résilience. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel j'alerte beaucoup. On est beaucoup à mettre en avant la résilience, c'est très bien et bravo et c'est super quand on a des profils de personnes, mais on a le droit d'avoir un cancer et malheureusement de trouver que c'est pas quelque chose euh, qui a été positif dans sa vie. Vous voyez, faut pas être que dans des discours de c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, etc. Ça peut avoir des effets complètement contraires à ce que vous voulez communiquer auprès de vos collaborateurs en fonction de là où ils en sont eux aussi par rapport à l'acceptation de leur handicap notamment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que vous souhaitez partager? N'hésitez pas. Ou peut-être que vous avez en tête une bonne pratique, mais vous vous dites, est-ce que c'en est réellement une? On l'a peut-être pas abordée, vous vous demandez si c'en est une ou pas, et vous voulez la partager avec nous, qu'on étudie ensemble si c'est le cas. Donc, n'hésitez pas, hein. L'idée aussi, c'est de pouvoir analyser et partager ensemble ou des initiatives que vous avez, des choses que vous avez en tête. Non, il n'y a pas d'autres questions? Bonjour, c'est Capucine de la société Nocibé. En bonne pratique, c'est quelque chose qu'on avait testé il y a quelques années et qu'on renouvelle maintenant chaque année. C'est tout simplement l'envoi d'un courrier à chaque collaborateur à son domicile avec des informations sur la mission handicap. C'est vrai que quand ils sont voilà, dans leur poste de travail avec leurs collègues autour, qui peut être aussi attentif, ils se posent pas forcément sur voilà, toutes les documentations pardon, que l'on peut transmettre. Et là, l'intérêt, c'est justement qu'ils reçoivent ben, les coordonnées, l'enjeu aussi, les actions de la mission handicap, qu'ils aient chez eux un document avec tous ces renseignements et aussi nos contacts. Comme ça, ils peuvent voilà, réfléchir parce que c'est aussi tout un travail de réflexion et d'acceptation aussi, cette démarche, pour être reconnu très handicapé, comme vous le savez. Donc voilà, d'avoir tout à disposition et de pouvoir prendre le temps de contacter aussi la mission handicap et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Exactement, ça c'est une bonne pratique même qu'on a dû voir ensemble dans le cadre du pilotage d'un accord handicap, dans la communication, quelles sont les actions qu'on peut faire. Mais effectivement, vous faites bien d'en parler, merci Capucine, c'est une bonne pratique aussi pour finalement ancrer davantage sa politique handicap, c'est-à-dire que en dehors hein, du temps du travail, des fois c'est bien d'avoir ce petit moment de recul où chez soi on va recevoir cette note et on va pouvoir se poser la question, avoir les coordonnées aussi sous la main et se dire, bah tiens, quelque part, je garde en tête et je sais que s'il y a besoin, déjà, je comprends mieux en quoi on peut être concerné. Et puis, dans l'entreprise, j'ai quelques éléments de la politique handicap. Donc, déjà, je sais qu'il y en a une parce que Oui, c'est pas toujours le cas, hein. Parfois, on ne partage pas assez avec l'ensemble des collaborateurs. L'idée, c'est de se dire des fois, je suis pas encore concernée, mais si je l'étais, je suis rassurée parce que je sais que dans mon entreprise, le sujet, on s'en préoccupe. Ou voilà. Donc, mettre aussi en avant des bonnes pratiques d'aménagement de poste, ça aussi c'est parlant. Parfois on veut mettre en valeur euh, des politiques, mais mettre en avant aussi un aménagement qui a permis de maintenir un collaborateur sans forcément le nommer, mais voilà, avec des fois l'accord, si on le nomme, c'est encore mieux, hein. Plus on va singulariser une action et plus ça va être impactant, hein, parce que quand on voit bah, son collègue qu'on croise dans les couloirs et qu'on a pu l'identifier sur un support de communication et se dire qu'il a eu un aménagement, ça donne plus sens, mais c'est pas toujours possible. Donc déjà, juste de communiquer parfois sur les actions mises en place aussi, c'est intéressant, même de façon globale, hein, quand on se dit à la fin d'une année, eh ben, il y a eu 36 actions mises en place de maintien dans l'emploi, on se dit, ah bah tiens, il y a 36 personnes qui ont été concernées et l'entreprise a fait quelque chose. C'est parfois voilà, assez impactant également et des choses sur lesquelles vous pouvez essayer de communiquer. Donc, il y a beaucoup d'entreprises parfois qui nous disent qu'elles sont plus trop sur du papier et qu'elles communiquent plus trop en envoyant des éléments aux collaborateurs. Mais dans ce cas-là, vous avez plein d'autres supports, l'intranet aussi, sur lesquels vous pouvez diffuser de la même façon ce type d'action ou parfois, voilà, par mail aussi, un petit mail qui va être dédié au sujet où on se dit, d'accord, j'ai reçu le mail devant les collègues, j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop envie de regarder, mais voilà, plus tard ou chez moi, finalement, pour ceux parfois hein, qui ont leur ordinateur ou un PC, on va prendre le temps, on va regarder. Donc, ça, c'est intéressant.
Merci beaucoup, Capucine, aussi pour voilà, cette bonne pratique. Avec plaisir. Est-ce que vous avez... Oui, vous avez d'autres bonnes pratiques à partager avec nous pour d'autres? Non, mais je reprends la parole, là pareil sur le retail pour, rebondir à ce qu'expliquait Capucine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire témoigner les managers aussi de personnes en situation de handicap. Nous, dans le retail, on avait, pas mal de questions sur, comment accueillir, un vendeur ou une vendeuse en situation de handicap. On sait que c'est compliqué, il y a de la position debout et cetera. Comment en tant que manager je peux l'accompagner? Est-ce que c'est possible? En l'occurrence, faire témoigner du coup des binômes entre des collaborateurs et leurs managers. Nous, on a Mm. diffusé ça à la convention et ça a donné du sens. Sur oui, en tant que manager, je peux accueillir quelqu'un dans mon magasin. Effectivement. Là aussi, c'est intéressant. Puis pour d'autres managers aussi. Mm. Parce que souvent, et dans le cadre de formation, première question, les personnes nous disent parfois, mais dans mon organisation, je n'ai pas de personnes concernées. Alors que nous, on sait que dans l'organisation, ils managent déjà au quotidien des personnes qui sont en situation de handicap, parfois sans même le savoir. Donc là, peut-être d'avoir ces temps, hein, c'est un petit peu ce que j'abordais quand je parlais de péridance, de transfert de compétences et de donner la parole à des collègues et des collaborateurs. C'est vraiment d'avoir des temps comme ça dédiés où on va permettre de faire émerger des initiatives parfois qui sont ou des actions qui sont mises en place, mais dont on ne peut pas avoir connaissance si on n'est pas dans cette organisation. Et là, d'autres managers vont pouvoir se dire, ah bah tiens, s'il arrive à le faire, c'est peut-être que c'est possible. Parce que parfois, on se dit, et notamment, je l'ai connu aussi, parce que mon univers a été beaucoup le retail, pour moi également. Ça a été, ben non, c'est pas possible, on peut pas aménager le poste pour telle personne. Les conseillers de vente, ils doivent être debout pour accueillir les clients, donc on peut pas avoir un conseiller de vente s'il peut pas si la station debout prolongée est pénible pour lui, eh ben, ça va être compliqué. Et on voit que voilà, c'est possible pourtant. Et donc, de montrer des vraies initiatives avec des managers qui montrent que tout se passe bien dans leur équipe, c'est vrai que c'est porteur de sens aussi, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres remarques? Non, pas du tout. Mais écoutez, dans ce cas-là, moi, je partage avec vous une dernière recommandation, une toute dernière que j'avais gardée, qui est la suivante. N'oubliez pas qu'il faut quand même un minimum d'implication de votre direction. C'est-à-dire, ne vous autoflagellez pas trop en vous disant que vous auriez pu mieux faire, que peut-être le sujet n'est pas assez impliqué dans votre entreprise. Si vous sentez que là, avec le glissement, la fin des accords handicap, il n'y a pas de prise et que les choses s'écroulent plus ou moins, ce n'est pas de votre faute. Il faut un minimum. Moi, je parle toujours de socle minimum d'implication de la direction, c'est-à-dire que si on n'a pas un minimum, une direction qui se sent concernée par le sujet, qui a envie que des actions soient mises en place, qui vous laisse des temps dédiés et un minimum de moyens, vous ne pourrez rien faire. Et donc, dans ces cas-là, il y a une entreprise qui n'est pas propice à mettre en place une politique handicap et donc vous ne pourrez rien. Donc sur ce sujet, on sait que hein, vraiment sur ce profil de poste-là, il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de personnes parfois qui sont en difficulté vraiment à leur poste, mais n'oubliez pas que vous ne pourrez pas tout porter tout seul. Notamment, j'ai vu un profil de personne qui disait qu'elle était seule sur la mission handicap. Alors ça peut être positif, hein, parfois des personnes sont seules, mais ils ont beaucoup de moyens, mais d'autres fois, des personnes sont seules et elles ont vraiment pas de moyens. Donc là, ça peut être très compliqué. Donc vraiment, voilà, ne portez pas la responsabilité de toutes les actions. Essayez de voir si vous avez un minimum d'implication. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas forcément agir en termes de pérennisation de la politique handicap. Et donc, voilà, il faudra accepter que ce ne sera pas une entreprise qui est mûre pour le moment et espérer que, voilà, par la suite, elle finisse par obligation plus ou moins parfois aussi à devoir vraiment prendre en charge ce sujet. Donc voilà pour moi pour ce mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Vous aurez le support hein, avec des compléments, notamment pour aller plus loin sur le sujet. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup pour les remerciements aussi que je vois là. Je vais pas tous les lire à haute voix, je les garde pour moi. Mais je vous remercie vivement. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis voilà, à l'occasion, pour certains d'entre vous, j'ai reconnu quelques personnes avec qui on a eu l'occasion parfois soit de travailler ensemble dans la mise en place d'actions pour vos structures, ou soit dans le cadre de clubs, etc. Donc voilà, un petit bonjour à vous tous, notamment Capucine qui avait eu grand plaisir à nous accueillir et qui nous avait gentiment accueillis, je m'en souviens, euh, lors d'un club. Donc voilà, un grand bonjour à vous. Comme l'INSEE, je vous souhaite un petit peu en avance de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis voilà. Merci également à tous. Au revoir et merci beaucoup. Et puis, vous avez aussi voilà, nos coordonnées à l'INSEE et moi. Et puis, sur des actions phares du CCH, Place pour tous, si vous avez envie qu'on vous accompagne, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci encore et bonne fin de matinée. Au revoir.